En gros, ce que l'Iran demande, Pepe, les points essentiels, c'est la cessation de la guerre sur tous les fronts. Simplement arrêter cette guerre. Je pense que cela pourrait être obtenu grâce à ces discussions. Je parle du Liban. On ne peut pas laisser le Liban de côté. Il fait partie de ce qui se passe. C'est pourquoi le gouvernement iranien, enfin, c'est pour cela que c'est le premier point d'ailleurs dans le plan en 10 points. Au 10e point. En gros, c'est ça le premier point. Ensuite, il parle d'autres sanctions simples. Je pense qu'au final, ce que nous allons obtenir avec ces négociations, et Donald Trump n'est pas capable de conclure le moindre accord, à mon avis, après tout, c'est qu'ils ne peuvent pas changer la réalité de la situation à ce rythme. Donc cela va rester sous le contrôle du gouvernement iranien. Ils vont compenser le coût de la guerre et les destructions en Iran en faisant payer, vous savez, principalement les pays du CCG dans le Golfe Persique, en leur faisant payer, à cause de la guerre, des ravages de la guerre. Et je ne vois pas Donald Trump capable de lever les sanctions contre l'Iran. Ils ne vont pas le faire. C'est le Congrès, et le Congrès des États-Unis ne lèvera jamais ces sanctions. Elles sont éternelles. Cela va être une sorte de fin du conflit, ou une sorte de cessez-le-feu, on peut le dire ainsi, sans parvenir à un accord majeur entre les deux parties. Mais la réalité, c'est que Donald Trump ne peut pas faire plus que cela. Parce que s'ils reprennent la guerre, cela ne changera pas la situation sur le terrain. Je ne vois rien se produire en sa faveur, même avec une invasion terrestre de l'Iran. Qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Wedefari ta contenir davantage de victimes. Et cela ne changera rien dans le détroit d'Ormuz. Cela ne provoquera pas de changement de régime. Exactement. Et ce sera une énorme humiliation, car il y aura beaucoup de sacs mortuaires. Ça va arriver. Ça va arriver. Et les Iraniens savent se battre sur le terrain, Pepe. Ils sont tellement bons. Tellement bons. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne sais pas, c'est pour ça que je n'aime pas que cela se produise. Parce que nous n'avons pas besoin de ce genre de pertes. Nous n'avons pas besoin de ce genre de tuerie sur le champ de bataille, sur le terrain. Parce que ça suffit. Les bombardements aériens, tu sais, le récent raid américain sur l'Iran a montré les capacités de l'Iran, même dans un endroit censé être une attaque surprise d'ailleurs. Mais l'Iran a réussi à répondre aux États-Unis d'une manière que même Donald Trump lui-même pouvait comprendre. Il a dû expliquer toute l'opération pendant plus d'1 heure. Il n'a jamais fait une chose pareille. Il suffit de regarder l'histoire. Il expliquait simplement chaque détail. Il faut comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Que Donald Trump ait dû aller aussi loin pour expliquer ce qui s'est produit pendant l'opération. Et je pense que nous en apprendrons davantage avec le temps. Nous découvrirons quelle était la réalité, plus proche de ce que nous comprenons du raid, et non de l'opération de sauvetage. Ce que Donald Trump essaie de faire en ce moment, c'est de mettre la pression, de remettre la pression sur l'OTAN. Il demande désespérément, comme il a tenté de le négocier avec le CISO, que les pays de l'OTAN envoient des forces au Moyen-Orient, dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas comment il peut penser que la situation a changé, ou que l'Europe changerait d'avis à propos du détroit d'Ormuz. Votre compréhension. Ils sont morts de peur. Tout d'abord, ils n'ont ni les armes ni les forces pour cela. Ensuite, ils sont morts de peur. Troisièmement, l'OTAN est en train de s'effondrer de l'intérieur, tout comme l'UMOA. C'est la même chose. D'ailleurs, lors de cette visite de ce Néerlandais absolument répugnant à la tête de l'OTAN, on lui a directement posé une question sur l'extermination de la civilisation. Et évidemment, il a esquivé la question. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de dire « Je soutiens absolument le président Trump ». Alors comment devons-nous interpréter cela? Il n'y a pas d'autre interprétation.
L'OTAN cautionne et soutient fondamentalement le génocide. basically condones and supports genocide. Not only the genocide in Gaza, we already knew that, but Non seulement le génocide à Gaza, nous le savions déjà, mais aussi cette menace d'exterminer une civilisation entière par le président des États-Unis. Et cet idiot, enfin, je ne dirais même pas qu'il est seulement idiot, il est bien pire que cela. Je ne peux pas le dire, car ce serait censuré. En gros, il dit « Je suis d'accord avec ça ». Voilà donc la position officielle de l'élite européenne sur le génocide de l'autre, au sens de Lévi-Strauss, n'importe où, tant qu'ils ne sont pas européens. C'est extrêmement inquiétant, car c'est un mélange d'arrogance extrême, d'une vision du monde absolument impitoyable, moralement et spirituellement en faillite, et en même temps de lâcheté. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec le détroit d'Ormuz. Okay, ah yeah, you don't agree with the Strait of Hormuz? Okay, go over there with your fleet and try to unblock it. Très bien. Allez-y avec votre flotte et essayez de le débloquer vous-même. Bien sûr que non. Ce sont des lâches. Ils ne le feront jamais. Et sur ce point, au moins, Trump dénonce leur lâcheté. Il a dit « Regardez, vous n'êtes pas content. Vous avez quelques jours pour envoyer une flotte débloquer Hormuz. Est-ce que cela va arriver? Bien sûr que non. Tout le monde sait que cela n'arrivera pas. Ils ne peuvent donc que faire semblant dans ce mélange d'agressivité et d'extrême lâcheté. Et bien sûr, de faillite morale déjà à l'échelle de la Voie lactée. C'est absolument écœurant. Mais c'est bien d'avoir de temps en temps ces instantanés d'une clarté cristalline, ces photographies instantanées de la psyché de l'Occident collectif. Et c'en était un autre exemple, vous savez. The collective West. And this was another case, you know. Oui, tu sais, Pépé, l'autre point qui était tellement intéressant, c'était la panique. Depuis qu'ils ont annoncé le cessez-le-feu, il y a eu de la panique en Israël, dans le Golfe Persique, dans les pays du CCG. Ils étaient en panique. Tu as vu ce qui s'est passé. Je pense que la manière dont Israël a attaqué le Liban était due à la panique. Ce n'est pas à cause de... Is out of panic, is not out of It strength. is blind rage. Yes, yes, yes. Absolutely. C'est ça, And the UAE, une rage aveugle. Oui, 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 absolument exact. Et les Émirats arabes unis? Les Émirats arabes unis, c'est compliqué, Nima. Ils sont en guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël. Donc l'Iran devra s'occuper des Émirats arabes unis, je dirais plutôt tôt que tard, d'une manière très très dure. Bien sûr, nous savions tous qu'il faisait partie de l'axe sioniste. Nous savions tous pour toutes ces promesses d'investissement dans l'économie américaine et tout le reste. Nous savons tous que Dubaï et Abu Dhabi sont des extensions de l'empire du chaos et des intérêts du syndicat Epstein. Mais maintenant, ils sont en guerre de facto contre l'Iran. Donc tu vois, ils n'ont même pas commenté ces réunions à Islamabad, ni le cessez-le-feu, où beaucoup de pays musulmans sont impliqués. La Turquie, l'Égypte, etc. we have Turkey, Egypt, etc. The UAE, Saudi Arabia. So how to deal Arabie with Saudi Saoudite. Arabia? And Saudi Arabia Alors, is a full member comment of gérer l'Arabie Saoudite? How are China Et l'Arabie Saoudite est un membre à part entière des BRICS. right now? Comment la Chine et la Russie vont-elles gérer les Émirats arabes unis en ce moment? Iran. Ils sont en guerre avec un membre à part entière des BRICS, l'Iran. I would say Cela va donc devenir, je dirais, l'une des questions les plus complexes à partir de maintenant. Iran has to find Et l'Iran doit trouver un moyen d'immobiliser les Émirats arabes unis, les immobiliser et les marginaliser. this is going to be very Ce sera très difficile, surtout parce qu'il y a beaucoup d'argent iranien là-bas, n'est-ce pas, Nima? Eh bien, s'ils promettent vraiment de confisquer les avoirs iraniens à Dubaï, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase émirati. Vous allez confisquer leur argent? Très bien, attendez un peu. Que va-t-il arriver à votre industrie pétrolière? Get your money. Okay, just wait. What's going to happen to your oil industry? I think they're gonna, if they continue with this sort Je pense que s'ils continuent avec ce genre d'attitude, se rapprocher d'Israël et attaquer l'Iran, ils vont disparaître de la scène au Moyen-Orient. Je ne parle pas du pays. Je parle de la direction et des personnes qui ont rejoint le gouvernement omanais. Je pense qu'ils seraient dans une bien meilleure position s'ils rejoignaient Oman et devenaient, vous savez, une partie d'Oman. Oman, it being, you know, they're part of Oman.
It's will what they follow. like, it's what C'est they ce que like. disent les chercheurs irakiens. J'adore ces chercheurs irakiens. Depuis quelques semaines déjà. Finalement, le seul endroit où ils peuvent aller, c'est retourner à Oman. Exactly. Exactly. That's why, Exactement. we had General Kane Pepe, C'est pour ça que, tu sais, nous avions le général Ken Pepe lors de ce briefing avec Donald Trump. the way that he was mentioning Et la the façon way dont that, il you know, décrivait ce qui he said s'était passé en something so Iran, important, I il a think, dit quelque chose de vraiment important. each and everybody Il a dit que tout le monde en Iran Canadian nous has tirait with dessus, rifles, avec des with fusils, small avec guns. des armes légères. And this Et cela montre à quel how point ils ont they été have trompés d'une been manière ou d'une deceived autre, somehow. They par, have je ne sais been pas, le deceived Mossad, by, I la don't know, CIA, Mossad, en but pensant the que les CIA Iraniens les accueilleraient réellement really pour envahir leur Iranians pays. would welcome them C'est to énorme, invade Pepe. their countries. This is huge, Pepe. This Of is course, but this is Zionist. Bien sûr. C'est de la désinformation sioniste, un domaine dans lequel ils excellent. Ce sont des maîtres de la désinformation. Ils sont très doués pour s'infiltrer, très doués pour cultiver des cinquièmes colonnes, et voilà. Ensuite, ils sont très performants dans le domaine des relations publiques, vendant cela à des Américains crédules, y compris des politiciens américains crédules, surtout des politiciens américains crédules. C'est ce qu'ils font de mieux. Le problème, c'est quand ils s'infiltrent réellement. Par exemple, ils ont infiltré le Hezbollah, et je dirais probablement quelques secteurs des gardiens de la révolution islamique. C'est très très inquiétant, extrêmement inquiétant. You know yeah, Tu sais quoi? Oui, je pense que tu as raison. Et d'un autre côté, on voit la même chose se produire au sein de Tsahal. Ils ont des espions iraniens dans Tsahal. Et aujourd'hui, on a appris qu'ils en avaient trouvé un autre espion iranien dans les forces israéliennes. Mais le problème, ou plutôt la différence, c'est que l'Iran ne cherche pas à commettre d'assassinat. En gros, ils veulent trouver quelque chose de stratégique, quelque chose d'important pour leurs opérations contre Israël. Mais du côté israélien, chaque fois qu'ils parviennent à recruter quelqu'un pour espionner pour eux, ils veulent localiser les dirigeants, trouver où se trouvent les personnes à assassiner. Rien d'autre ne se passe au-delà de ça. C'est pour cela qu'on observe deux attitudes différentes de la part des Iraniens et des Israéliens. Leur politique repose principalement sur les assassinats. D'un autre côté, on voit, même nous avons eu ces documents provenant du Mossad. Tu t'en souviens? Oui, absolument. Ils recherchent des informations privilégiées. Et les Israéliens, eux, se disent simplement « D'accord, on a trouvé ce type, tuons-le. » C'est tout. Il n'y a rien de stratégique là-dedans. Absolument. Les approches sont complètement différentes. Et cela fonctionne parfaitement pour leur propagande, qu'ils sont capables, qu'ils font ceci ou cela, tu sais, qu'ils assassinent les dirigeants. Même lors du briefing d'hier, Pete Hegseth mentionnait « Nous avons détruit une grande partie de la direction en Iran, ainsi que du matériel, ainsi que leur armée. » C'est une sorte de machine de propagande pour les médias grand public. Et l'Iran n'a pas besoin de cela, car il n'a pas de domination sur les médias grand public. Exactement, oui. Une autre question. Allez-y, si vous me le permettez. Une très rapide. D'après vous, diriez-vous que l'Iran n'attaque pas Israël directement avec toute la force dont il dispose? C'est comme s'il se retenait un peu et qu'à un stade ultérieur, il pourrait frapper pour de bon. Mais pour le moment, c'est juste que, comparé au niveau de destruction qu'ils ont causé aux bases militaires américaines et à de nombreuses installations dans le Golfe Persique. Donc, quand on compare cela aux frappes directes contre Israël, je dirais qu'il y a un élément de suspicion. Ça pourrait être bien plus violent que ça. Absolument, parce qu'ils essayent d'être mesurés dans leur manière de répondre à Israël. Ils ne veulent pas aller à 100% contre Israël. Ils ne veulent pas tout révéler. C'est pour cela qu'ils disent « Nous avons des surprises ». Si l'escalade continue, ces surprises arriveront. Ils savent de quoi ils parlent.
mais ils ne veulent pas encore les utiliser. Ils ne veulent pas les dévoiler, car cela révélerait tout ce qu'ils possèdent. C'est pourquoi ils réfléchissent de manière stratégique. On ne va pas se désarmer soi-même avant de les utiliser. C'est la réalité. No, that's what the reality. Because one part of the attack on Dimona. Parce qu'une partie de l'attaque contre Dimona, tu sais, ils ont attaqué Dimona simplement pour montrer aux Israéliens qu'ils peuvent atteindre la cible, qu'ils peuvent frapper partout en Israël. Tu sais, il y a beaucoup de surprises du côté de l'armée iranienne s'ils continuent, parce qu'ils en parlaient. Ils étaient honnêtes à ce sujet. Tout ce qu'ils ont dit, ils le pensaient, et ils l'ont utilisé. Donc je n'ai aucun doute qu'ils ont beaucoup de choses dans leur arsenal à utiliser contre Israël et contre l'agression américaine si la guerre continue. Et cela, d'une certaine manière, il me semble que Donald Trump l'a perçu jusqu'à présent. Je ne sais pas à quel point cela va loin, mais voyons. Oui. Yeah. Well, certainly nobody in his media Eh bien, certainement personne dans son entourage médiocre. Et lui-même, parce qu'il reçoit chaque jour des informations extrêmement filtrées, Nima. Il ne sait jamais rien en profondeur sur ce qui se passe sur le champ de bataille, sans parler de l'échiquier politique. Il n'en a aucune idée. Et bien sûr, les gens qui l'entourent, parce qu'ils sont tellement médiocres, des flatteurs et des lèche-bottes, font qu'il ne peut jamais avoir une vision réelle de la situation, quel que soit le domaine. La seule chose à laquelle il prête réellement attention, et nous le savons en observant ses réactions, c'est le marché boursier, le marché pétrolier et le marché obligataire. À part cela, rien d'autre. Apart from that, nothing else. S'il était une personne sage, je dirais qu'il renverrait Pete Hegseth immédiatement, sur le champ. Parce que Pete Hegseth est l'un des plus gros problèmes. Ce type arrive, et on dirait qu'il joue dans un film ou quelque chose comme ça. Il n'est pas réel. Ce gars n'est pas réel. Fier, horriblement mal informé, plein de préjugés, avec le cerveau d'un enfant de 4 ans une fois de plus, etc. On peut imaginer ce type en train de prendre des décisions pour toute l'immense machine du Pentagone. Pas étonnant que la plupart de ces généraux soient consternés et qu'ils ne puissent rien y faire. Exactement. Pépé, comment vois-tu la manière dont la Chine et la Russie perçoivent la réalité du détroit d'Ormuz? Penses-tu que la Chine rencontre une difficulté particulière avec le détroit d'Ormuz? Et la Russie, comment la Russie le perçoit-elle? Vas-y, quelle est ta compréhension? Non, la Russie, elle en récolte les bénéfices, car elle vend du pétrole à tout va. Pour elle, c'est un arrangement parfait. La Chine, en revanche, est extrêmement complexe. Par exemple, je passe beaucoup de temps à lire certains des meilleurs analystes chinois, traduits du mandarin vers l'anglais, et la plupart d'entre eux sont trop prudents. Je généralise un peu, mais parmi les meilleurs, l'université Fudan, l'université Renmin, Tsinghua, etc. Ils continuent de considérer les États-Unis avec une certaine admiration. Ils restent encore fascinés, tu sais, par tout le prestige et le clinquant de la superpuissance. Et certaines de leurs analyses sont influencées par ce qu'ils apprennent des grands médias américains. C'est horrible. Ce sont des analystes chinois, vous savez. Encore une fois, je ne parle pas de tous. J'aime bien ceux qui sont vraiment radicaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en Chine, comme vous le savez, les directives sur ce qui peut être publié sont très strictes. Il faut s'aligner strictement sur le ministère de l'Information, le ministère des Affaires étrangères, et ainsi de suite. Donc les écarts sont très très difficiles. Houthim, en termes de pensée critique indépendante, c'est très difficile. Quand on trouve un analyste chinois qui sort du moule, c'est une bouffée d'air frais. Mais il n'y en a malheureusement pas beaucoup, n'est-ce pas?
Par exemple, beaucoup d'entre eux ne comprennent toujours pas en détail la guerre par procuration en Ukraine, et ils le devraient. C'est leur voisinage. Et en Iran, bien sûr, leur principale préoccupation est la sécurité énergétique de la Chine. Donc la plupart des discussions portent là-dessus. Et bien sûr, on n'obtient pas beaucoup d'informations sur la manière dont la Chine aide réellement l'Iran de façon concrète. C'est très difficile à savoir. On trouve quelques éléments ici et là, n'est-ce pas? Et maintenant, il se trouve dans une position extrêmement complexe, car même si certains aspects du détroit de Hormuz, partiellement fermé, profitent à la Chine en matière de pétro-yuan, de paiement via le CIPS, etc., tous les pétroliers à destination de la Chine ne passent pas par le détroit de Hormuz. Donc, la Chine reçoit désormais moins d'énergie via le détroit d'Hormuz qu'auparavant et elle doit compenser cette baisse. Bien sûr, elle dispose de différentes sources. Pour le gaz, elle peut en obtenir davantage du Turkménistan, du gazoduc Force de Sibérie ou du Myanmar. Pour le pétrole, elle peut en importer plus du Kazakhstan grâce aux oléoducs qui arrivent au Xinjiang. Mais évidemment, elle comptait toujours sur ce flux libre d'énergie en provenance du Golfe Persique, non seulement d'Iran, mais aussi des autres acteurs de la région. Elle se retrouve donc dans une position complexe, tout en cherchant à ne pas s'aliéner frontalement les États-Unis. Ce n'est pas la stratégie chinoise, c'est plutôt une approche diplomatique, à la manière du jeu de Go. Mais en même temps, ils font de leur mieux pour tirer profit de la situation, car ils voient l'Empire affaibli, devenu fou. Et tout cela a été provoqué par une puissance moyenne, même pas une superpuissance. Ce n'est pas la Chine, ni l'Iran, ni la Russie. C'est l'Iran, une puissance moyenne. Donc ils essaient d'en tirer le maximum. Mais c'est une position très compliquée. Et cette décision qu'ils ont prise, suggérer à l'Iran, va à Islamabad et essaie d'examiner d'où vient ce cessez-le-feu et où il pourrait mener. C'est une position très risquée, car désormais la Chine est directement impliquée dans ce processus. Directement. C'était la Chine qui parlait à l'Iran, ce n'était pas la Chine qui parlait au Pakistan. C'est une histoire complètement différente. Avant, c'était les pays musulmans, le Pakistan par exemple, qui allaient en Chine. Souviens-toi de la première fois où Dar, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, s'est rendu à Pékin pour parler avec Wang Yi et qu'ils ont publié cette déclaration en 5 points sur la paix. Cela n'a mené nulle part. Mais cette fois, pendant les négociations des 2 ou 3 derniers jours, les Chinois, à la dernière minute, ont explicitement suggéré à l'Iran « aller à Islamabad ». Donc maintenant, ils ont quelque chose à perdre. Et ils doivent garantir, bien sûr tu ne verras ça nulle part dans les médias chinois, mais en gros, ils ont dit à l'Iran « Écoutez, nous serons votre garant en coulisses, quoi qu'il arrive ». Et évidemment, Téhéran a accepté. Donc si les choses commencent à dérailler, Téhéran va décrocher le téléphone pour appeler Pékin et dire « Très bien, où est votre aide maintenant ?» La Chine se trouve donc aujourd'hui dans une position très délicate, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques jours. J'essayais de trouver quelques informations à ce sujet sur Guancha. Je consulte souvent Guancha. Ils ont republié mes articles. J'ai rencontré le directeur à Shanghai et tout cela. Mais je n'ai rien trouvé, pas même un paragraphe ou 2 parlant de cette nouvelle position chinoise. C'est donc compliqué, Nima, et pour vous tous dans le public, de suivre la Chine en tant qu'étranger. C'est extrêmement complexe. Cela dépend de notre capacité à cultiver et établir des relations de confiance, ce que je fais depuis des années, en réalité. Mais cela prend du temps. Il faut les rencontrer en personne. C'est pas juste des échanges par email. Non, il faut y aller, déjeuner ensemble, parler de manière informelle. Et lorsqu'ils commencent à vous faire confiance, c'est là que le MAPC à obtenir est the stroke de Frank Bap Frank. Mais c'est un long processus.
Then you start getting privileged information. But this is a long process. Because they're not qui ne sont pas très enclins à exprimer ce qu'ils pensent. what No, you're thinking. And they are this is- but not at all. But this is the Pas way du the tout. Chinese deal Mais with c'est the ainsi que les Chinois gèrent les questions de politique étrangère extrêmement sensibles. Cela s'applique à tout. Et dans certains cas, c'est quelque chose que j'ai entendu, je ne peux pas dire d'où, mais de sources diplomatiques, ils m'ont dit, écoutez, parfois les Chinois misent sur les mauvais chevaux et ne s'en rendent pas compte. Et quand ils s'en rendent compte, il est trop tard. Cela n'a rien à voir avec l'Iran. Ils savent exactement à qui ils ont affaire, car il existe une relation stratégique. Il y a ce plan de 400 milliards de dollars sur 25 ans, énergie, infrastructure. C'est différent. Et l'Iran est, je dirais, l'allié clé de la Chine dans la partie occidentale de l'Eurasie. Chinese ally, I would say, in the western part of Eurasia. No question about that. That's different. Aucune question là-dessus. C'est différent. Mais ils refusent d'être directement impliqués, surtout maintenant, dans une guerre qui n'est pas la leur. En fin de compte, c'est aussi une guerre indirecte contre eux, car si l'Iran tombe, sans aucun doute, ils perdent leur principal allié en Asie de l'Ouest. Ce serait un coup énorme, énorme pour les Chinois, et ils le savent très bien. Ils doivent donc protéger leur allié. L'aspect le plus difficile, c'est qu'il est très difficile de savoir jusqu'où ils iront. Aucun de nous ne le sait, tu vois, mais je suis sûr que la conversation au plus haut niveau entre Téhéran et Pékin est très très bonne. C'est très très bon. Cela aide. Oui. It's very, very good. This helps. No? I think before wrapping up, Je pense qu'avant de conclure, Pepe, nous devons examiner l'alternative en Asie de l'Ouest. the alternative Cette guerre a terni l'image des pays du CCG aux yeux des Russes et des Chinois. C'est un facteur énorme en ce moment. Chinese. That's a huge factor right now. Enormous. Wow. Especially because we have one of them is a Énorme. BRICS member. Wow. And Surtout parce que l'un d'eux est membre des BRICS. Oui. Et l'Égypte, qui est tout près, est aussi membre des BRICS. Et l'Arabie saoudite est indécise. On ne sait pas vraiment ce qu'est l'Arabie saoudite. Est-elle dans les BRICS ou non? Ils ne le savent pas eux-mêmes car ils se couvrent de tous côtés. Mais on voit déjà la fracture, Nima. Et je suis sûr que vous tous, notre public, êtes déjà divisés. Le Qatar et Oman ont été très clairs. Ils s'aligneront sur l'Iran, quoi qu'il arrive ensuite. Le CCG est donc déjà coupé en deux. Bahreïn est en faillite, n'est-ce pas? Et tout s'effondre. Bahreïn n'a donc aucun avenir. Bahreïn ne jouera aucun rôle dans l'avenir du CCG. Le Koweït reste en suspens. Il pourrait être réintégré à l'Irak dans un avenir proche. Tout est possible. Alors, encore une fois, la grande question est d'accord. Et qu'en est-il de l'Arabie saoudite et des Émirats? Once again, the big problem is, okay, what about Saudi Arabia and the Emirates? And the Emirates is not the whole thing. No? We're talking Et les Émirats, ce n'est pas tout. En gros, on parle par exemple de Sharjah, d'accord, de Fujairah, d'accord. Le problème, c'est Dubaï et Abu Dhabi. Le modèle économique de Dubaï est mort, on le sait déjà, et on ne sait pas s'ils seront capables de se réinventer. Pour faire quoi? Plus personne ne voudra vivre à Dubaï, ni y faire des affaires. Oublie ça. Et l'Arabie saoudite, c'est la clé de toute l'histoire. MBS a devant lui des décisions très sérieuses à prendre. Tout ce qu'il a promis à l'administration Trump, tous les accords liés au corridor IMEC qui s'est effondré, tout ce qui est rattaché aux accords d'Abraham et tout le reste, tout cela est en train de s'écrouler sous leurs yeux. Alors, comment ils vont... On ne sait pas comment ils vont jouer leur prochain coup. Et il ne leur reste plus beaucoup de cartes. Le CCG est déjà un désordre, Nima. Il est déjà divisé. It's already a mess, Nima. It's already split.